sur ce plateau. On va enchaîner tout de suite avec le magazine à la découverte, proposé par Molinego et toute son équipe. Il s'agit de l'alchimie. Alors c'est vrai qu'on peut être pour ou contre l'alchimie. Il n'en demeure pas moins que les sciences modernes se rapprochent beaucoup de l'alchimie. Regardez ce magazine, c'est très intéressant. L'alchimie, un mot qui sent le soufre, qui évoque dans l'imagerie populaire une recherche alléchante, celle de l'or, effectuée dans quelques sous-sols enfumés par les vapeurs dégagées par quelques cornues surchauffées autour desquelles s'affaire un vieil homme. Mais abandonnons cette image d'Épinal et cherchons à savoir ce que représente objectivement l'alchimie. Peut-on la considérer comme une philosophie mythique, comme une recherche mystique, comme une science au même titre que la chimie ou la physique, ou bien encore comme une philosophie supérieure, transcendantale, à laquelle peu d'hommes peuvent accéder? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons interrogé deux hommes. L'un qui, sa vie durant, s'est intéressé aux choses cachées du monde, à sa tradition occulte, Guittarade, et l'autre, Michel Saint-Elme, qui est journaliste, archéologue de formation, et qui a écrit un livre sur l'alchimie, un livre sans concession, mais un livre qui met en évidence certains faits étranges et des témoignages apparemment irréfutables sur des transmutations de plomb en or. Alors pour vous, Guittarade, qu'est-ce que l'alchimie? Pour moi, l'alchimie est une science qui s'appuie sur une philosophie. C'est un héritage qui nous vient peut-être de civilisations disparues, mais dont on retrouve les traces dans tous les grands temples et dans tous les grands lieux sacrés qui s'étalent sur notre planète. Pour vous, l'alchimie existe? Ah, pour moi, l'alchimie existe, ça ne fait aucun doute. Et la partie attachante de cette alchimie est surtout son côté, je dirais, spectaculaire en architecture et en art. Et est-ce que vous pensez que certains ont réussi à faire de l'or? Ah, je suis persuadé que certains ont réussi à faire de l'or, mais pour moi, la vraie démarche de l'alchimie, ce n'était pas la recherche de l'or, c'était la recherche de l'élixir de vie, c'est-à-dire de la perpétuation dans le temps. Michel Saint-Elme, on peut vous considérer comme un rationaliste. Absolument. Alors, pour vous, qu'est-ce que l'alchimie? C'est d'abord un sujet d'étude. C'est un sujet d'étude historique et qui a été pendant très très longtemps extrêmement négligé, extrêmement oublié. C'est tout de même pas scandaleux, le mot serait extrême, enfin c'est une grave négligence des historiens d'avoir laissé tomber ça pendant très longtemps. Et puis ensuite, étant donné qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, il y a même des thèses qui sont soutenues sur ce sujet à l'université depuis un certain nombre d'années, on commence à savoir un peu mieux ce que c'est. Alors c'est quelque chose de très crypté, évidemment, et c'est très difficile d'aborder ces textes, mais en gros, et pour résumer, moi je considère l'alchimie comme une voie historique d'étude et d'analyse de la matière. Des témoignages dignes de foi peuvent ébranler les esprits les plus rationalistes, car, effectivement, des hommes éminents ont été les témoins, nous le disions, de transmutation. Et ils racontent, avec un certain émerveillement, ce qu'ils ont vu. Étrangement, ces témoignages se concentrent sur une période assez brève, 150 ans environ, et allant du début du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe. Comme si l'on avait voulu, en levant un coin du voile un instant, montrer la réalité de la chose. Oui, là vous faites allusion en particulier à ce qui est arrivé à Helvétius et à Van Helmont, deux scientifiques de leur époque qui avaient pignon sur rue et qui tout d'un coup se sont trouvés mêlés à l'aventure alchimiste alors que vraiment rien ne les prédestinait à cela. Alors on peut penser qu'il s'est passé historiquement quelque chose d'important à ce moment-là. Le XVIIe siècle voit naître les prémices d'une science nouvelle. Le rationalisme fait des progrès énormes et il semblerait, tout cela au conditionnel, que les gens qui étaient en plongée profonde dans l'univers alchimique aient voulu à ce moment-là obtenir la caution de ceux qui allaient devenir les intellectuels dominants des siècles à venir, les scientifiques, d'où ce qui est arrivé, j'allais dire, à ces malheureux Helvétius et Van Helmont. Leur nom a été lié à l'aventure alchimique, et comme c'était des gens extrêmement sérieux et des gens tout à fait dignes de foi, et qu'ils ont donné des relations très précises de ce qui leur est arrivé, on a là, historiquement, le premier élément que l'on pourrait, à la limite, il faut être très prudent, considérer comme un début de preuve, de témoignage, si vous voulez, de transmutation, sous l'œil de ces gens qui étaient des manipulateurs hors pair. Certains avaient de la poudre de protection qui permettait de transformer le plomb
en or. Il semble bien, oui, si l'on s'en tient aux documents de l'époque. Je ne veux pas porter de jugement sur ce qui a été fait, et puis on peut toujours penser aussi que les témoins sont abusés, mais il semble alors à ce moment-là qu'on soit venu vers eux en leur portant la fameuse poudre de projection et qu'ils aient pu faire, dans un creuset avec du plomb fondu, etc., la fameuse transmutation. Ça donne à réfléchir, je ne considère pas ça comme quelque chose de nul et de négligeable et qu'il faille écarter automatiquement. Commençons à être prudents et examinons les faits. Si l'on admet la réalité de cette poudre de projection, qui permettrait donc de réaliser ces transmutations, la grande question est de savoir comment l'adepte a pu l'obtenir. Et là, nous pénétrons dans les arcanes de la recherche alchimique. Un long travail, patient et tenace, semé d'embûches et d'espoirs déçus, avant de parvenir à l'illumination. Pour parvenir précisément aux grandes œuvres, l'alchimiste doit d'une part se livrer à un traitement spécifique de la matière, en la soumettant à des lois intangibles, révélées par des traités codés qu'il faut déchiffrer, et d'autre part en poursuivant une démarche spirituelle, personnelle, qui, elle, ne peut faire l'objet d'aucun enseignement. L'alchimie est en définitive une science expérimentale. Malgré justement cet environnement très touffu, crypté, très secret, etc., on a voulu sans doute crypter quelque chose qui était peut-être relativement simple, et je crois que c'est une science de traitement et d'étude de la matière. Alors il faut trouver d'abord la matière, ce qu'on appelle la matière première. La fameuse matière première, c'est plus un secret. C'est plus un secret, c'est quoi? Non, je ne vous le dirai pas. Je ne veux pas trahir ceux qui m'ont fait confiance. Moi, je n'ai pas du tout suivi le processus initiatique. J'ai interviewé, j'ai discuté avec des gens, ils m'ont dit des choses, mais ils m'ont dit des choses off. Et je ne les ai pas publiées, je ne veux pas le dire. À partir de cette matière prime, il y a toute une démarche. Oui, il y a toute une démarche qui est, selon les textes et selon les alchimistes qui travaillent de nos jours, se définit en 3 étapes: première œuvre, deuxième œuvre, troisième œuvre. Alors, inutile de dire qu'il n'est pas possible d'expliquer ce qui se passe ni dans le premier, ni dans le deuxième, ni dans le troisième œuvre, mais en gros, on peut schématiser à fond. Il s'agit de prendre une matière qui est vulgaire, qui est banale, qui est pauvre, qui est déspiritualisée, comme dirait un alchimiste, un langage très très particulier, et de la transcender progressivement et par étapes, et par l'épreuve du feu, et par l'épreuve du rayonnement céleste, et par l'intermédiaire des sels recueillis par la rosée, etc. Et à travers toute une série de manipulations douces, d'arriver à la sublimer. Le but de l'alchimiste était surtout de trouver l'élixir de vie. Lorsque l'on prend la vie de tous les grands alchimistes, on s'aperçoit qu'à une époque où les hommes mouraient à 35 ans, ces derniers se perpétuaient jusqu'à 90, 95 ans. Et puis j'ai connu un alchimiste, Pierre Caillotot, qui a eu un disciple dans notre région, qui s'appelle Philippe Sigaud. Pierre Caillotot avait compris, avait déchiffré l'œuvre majeure de Fulcanelli, le mystère des cathédrales. Et Pierre Caillotot avait trouvé, je dirais, la matière première, qui est la gale du chêne. C'est le seul corps qui, dans la nature, contienne à la fois et de l'hémoglobine et de la chlorophylle. Cet alchimiste travaillait sur ce sujet et était arrivé très loin dans sa démarche pour la recherche de la perpétuation de la vie éternelle. Et qu'est-il devenu? À l'heure actuelle, il est devenu, je dirais, un adepte qui se promène de sanctuaire en sanctuaire. Il est devenu un anonyme, comme deviennent beaucoup d'alchimistes. Et a-t-il trouvé finalement les voies qui mènent à la vie éternelle? À travers les documents qu'il m'a montrés, à travers ceux qui m'ont été laissés par son disciple, je peux dire qu'il avait approché de très près la vérité. Dans toute la région, et en particulier à Nice, il existe des témoignages alchimiques, notamment dans la pierre. Oui, et je crois que nous avons devant nous un magnifique manteau de lumière. Le manteau de lumière est le lieu où les alchimistes mettaient en pleine vue ce qui devait rester caché. Et alors là, vous voyez, sur cet immeuble, nous avons le poteau rose qui est dévoilé. Lorsque le poteau rose est dévoilé, c'est que nous sommes bien près de toucher la vérité. Devant nous, nous avons le combat entre le fixe et le volatile, qui est représenté par cet aigle et par ce lion. Ensuite, nous avons la fusion entre le fixe et le volatile, qui nous donne la pierre, c'est-à-dire la licorne. Vous savez que la tapisserie de la dame à la licorne est considérée par les alchimistes comme un des éléments les plus précieux qui nous étaient légués par les adeptes du Moyen-Âge. Et vous pouvez remarquer un détail aussi sur ce symbole, c'est que l'on retrouve une équerre, un compas et une règle au grade de compagnon. Il faut par ailleurs rappeler que de tout temps, les alchimistes ont affirmé que la matière était une. Autrement dit, que si l'on parvenait à décomposer la matière totalement, on trouverait un élément initial. Et qu'à partir de cet élément initial,
on pourrait reconstituer n'importe quelle matière, n'importe quel métaux. Et la science moderne tente à corroborer cette affirmation. Oui, on va peut-être un petit peu nuancer, mais alors ce qui est parfaitement exact, vous avez raison de dire que pour les alchimistes, la matière est une. Et ça, c'est quand même une découverte fondamentale, extrêmement importante, puisqu'il faut attendre la physique moderne pour démontrer cette intuition fantastique des alchimistes anciens. Ils disent aussi d'ailleurs qu'elle est vivante, et ça nous met peut-être en relation avec une certaine évolution de la science aujourd'hui, parce qu'après tout, le vivant, il est bien né d'une matière qui était officiellement inerte, mais qui peut-être avait en elle-même une potentialité du vivant. Et alors, la matière, je voudrais insister sur un point qui me paraît capital. Les alchimistes ont eu une connaissance très profonde, très approfondie, très moderne de la matière. Ils l'ont eue très tôt et ils ont vraisemblablement, je crois qu'on peut les créditer de ce plus, ils ont très vraisemblablement travaillé de façon remarquablement efficace sur cette matière dont ils avaient une connaissance théorique qui était intéressante. Et alors, vous parlez de la reconnaissance par la science aujourd'hui. Je ne pense pas que la science soit à la veille de reconnaître la véracité des travaux des alchimistes, mais il se trouve qu'il y a une évolution de la science aujourd'hui qui va dans un sens qu'il faut examiner de très près pour un peu mieux comprendre ce qui a pu se passer chez les alchimistes. Je pense par exemple à l'expérience de Fleischmann et de Pons, qui vient de faire la une des journaux il y a quelques jours et qui parle de la réalisation d'une fusion nucléaire sans énormes dépenses d'énergie et de façon très simple, très douce. Eh bien, ça c'est peut-être une voie nouvelle, on va se discuter, il y a une polémique scientifique, etc. Mais il semble que la science s'ouvre des voies dans l'investigation de la matière et le travail sur la matière qui soient des voies douces. Or les alchimistes, ça fait des siècles qu'ils disent le traitement fondamental de la matière, ça se fait par voie douce. C'est intéressant. Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur ce mystère alchimique. Certains l'ont condamné comme étant une mystification. D'autres se sont abstenus d'apporter sur celui-ci un jugement négatif. Cette émission, vous en doutez, n'avait nullement l'ambition de proposer une réponse définitive sur l'alchimie, mais seulement d'exposer l'énigme qu'elle présente.